mes côtes. C'est fini avec toi pour toujours. Ne nous contacte plus. C'était tout. Aucune explication, aucune ponctuation après le point final, juste un arrêt brutal. La manière dont on termine quelque chose que l'on considère comme achevé. Le message venait de Sandrine, ma belle-fille. Et pendant un long moment d'immobilité, je n'ai pas bougé. Je suis resté assis là, dans la lumière pâle du matin, dans la maison que j'y avais partagée avec ma femme Marie-Louise pendant 41 ans et j'y ai respiré. Je m'appelle Jean-Pierre Legrand. Je suis un professeur de mathématiques à la retraite. J'y ai passé 37 ans à enseigner l'algèbre à des adolescents qui, pour la plupart, avaient oublié mon nom au moment de leur remise de diplôme et cela ne m'a jamais dérangé. Marie-Louise disait souvent que mon problème était que je m'attachais trop et que je parlais trop peu. Que je gardais chaque blessure soigneusement pliée en moi comme une lettre que personne n'a jamais envoyée. Elle est partie il y a 4 ans, un mardi matin de novembre, discrètement, comme elle faisait la plupart des choses. Depuis lors, il n'y avait plus que moi dans cette maison et mon fils Nicolas, sa femme Sandrine et leurs 2 enfants, mes petits-enfants Lucas et la petite Léa, vivant à 20 minutes de là dans la partie la plus récente de Bordeaux où toutes les maisons se ressemblent. Pendant 4 ans, j'y avais essayé. Je veux que vous compreniez cela parce que ce qui suit n'aura aucun sens si vous ne comprenez pas que j'y avais vraiment, sincèrement essayé. Après le décès de Marie-Louise, je pensais que le deuil pourrait nous rapprocher. Que la perte a une façon de rappeler aux gens ce qui compte vraiment. Je me trompais. Sandrine ne s'était jamais attachée à moi, pas même au début quand Nicolas l'a présentée pour la première fois, et j'y avais fait l'erreur d'exprimer une légère inquiétude quant à la rapidité de leur fiançailles. Je l'avais dit une seule fois en privé à Nicolas et Sandrine ne me l'avait jamais pardonné. Je le sais parce qu'elle me l'a dit 4 mois après le mariage, dans un langage précis et clinique, affirmant que je l'avais manqué de respect et qu'elle ne l'oublierait pas. Je n'ai pas discuté. Je me suis excusé. J'y ai envoyé des fleurs. Je suis venu à chaque anniversaire, chaque spectacle des écoles, chaque petite occasion avec des cadeaux soigneusement choisis et des manières irréprochables. J'y ai fait du babysitting quand ils en avaient besoin. J'y ai conduit Lucas à ses entraînements de football quand Nicolas voyageait pour le travail et je suis resté avec Léa quand elle avait de la fièvre et que Sandrine avait une réunion importante qu'elle ne pouvait pas rater. J'y ai balayé mes opinions sous le tapis de ma propre maison et je n'ai dit que ce qui était sûr, chaleureux et agréable. Je pensais peut-être bêtement que l'amour était assez patient pour survivre à la méfiance. Mais Sandrine avait un talent pour créer de la distance là où il n'y en avait pas et pour me reprocher ensuite ce fossé. Si j'y appelais trop souvent, j'y étais intrusif. Si j'y attendais qu'ils appellent, j'y étais froid et indifférent. Si je donnais des cadeaux aux enfants, j'y essayais d'acheter leur affection. Si je venais les mains vides, je ne faisais aucun effort. Il n'y avait aucun comportement correct, seulement l'accumulation de preuves qu'elle construisait silencieusement contre moi, brique par brique invisible. L'incident final, celui qui a produit ce SMS de 7 mots, fut celui-ci. Nicolas avait mentionné lors d'un dîner 3 semaines plus tôt qu'ils envisageaient de rénover la cuisine. J'y avais dit en passant, sans aucune intention de m'ingérer, que Marie-Louise et moi avions fait la même chose il y a 20 ans et que cela avait coûté bien plus cher que prévu. Je le pensais comme une mise en garde amicale. Sandrine l'a entendu comme une critique de ses choix. Elle est devenue très silencieuse, a souri de son sourire particulier, celui qui signifiait qu'elle enregistrait tout, et elle n'a rien dit. 3 semaines plus tard, le message est arrivé le jour de mon anniversaire. Et alors je me suis assis à la table de ma cuisine dans la maison que Marie-Louise et moi avions bâtie ensemble et j'y ai pris une décision. Pas par colère, pas de cette façon tremblante et brûlante dont les décisions prises dans la douleur le sont habituellement. Je l'ai prise de la même manière que je résolvais des équations au tableau pour mes élèves, étape par étape, d'une main ferme. Je n'ai pas répondu au message. Au lieu de cela, j'y ai appelé mon vieil ami et ancien collègue Marcel, qui me pressait depuis 2 ans de venir lui rendre visite à Strasbourg. J'y ai réservé un billet de train pour la semaine suivante. Puis j'y ai appelé ma jeune sœur Camille à Nice, à qui je promettais une visite depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je lui ai dit que j'y arrivais. Elle a pleuré un peu au téléphone, le bon genre de larmes. Ensuite, j'y ai appelé le centre communautaire à 2 rues de chez moi où j'y avais autrefois été bénévole pour donner des cours de soutien à des élèves défavorisés avant que la vie ne s'en mêle, et j'y ai demandé s'ils avaient encore besoin d'aide. C'était le cas. Je me suis inscrit pour commencer le mois suivant.
Rien de tout cela n'était une vengeance. Je veux être clair là-dessus. Ce que je faisais, c'était simplement me souvenir de qui j'y étais avant d'avoir passé 4 ans à me rendre minuscule pour tenir dans l'idée qu'une autre personne se faisait d'une présence tolérable. Je ramassais les morceaux de Jean-Pierre le Grand que j'y avais silencieusement mis de côté. L'homme qui avait des opinions, qui riait fort aux mauvaises blagues, qui cuisinait des repas dominicaux élaborés et invitait les voisins sans demander la permission à personne. Je suis parti pendant 5 semaines. À Strasbourg, Marcel et moi avons discuté pendant des heures chaque soir, comme le font les vieux amis quand ils arrêtent enfin de prétendre qu'ils n'ont plus rien à se dire. À Nice, Camille m'a nourri jusqu'à ce que je doive desserrer ma ceinture. Nous avons regardé de vieux films et elle m'a raconté des histoires sur notre enfance que j'y avais d'une certaine manière oubliées. J'y ai visité le Mont Saint-Michel un matin clair, je me suis assis dans le silence d'une abbaye avec des inconnus, j'y ai mangé des choses simples et je me suis senti pour la première fois depuis des années entièrement en paix. Nicolas m'a appelé 11 jours après mon départ. Il semblait confus, puis inquiet, puis discrètement honteux. Il a dit qu'il n'était pas au courant du message avant que je ne sois déjà parti, que Sandrine l'avait envoyé sans lui dire. Je l'ai cru. Nicolas est beaucoup de choses, mais il n'est pas cruel. C'est un homme qui aime sa femme et qui a appris à détourner les yeux de certaines choses parce que les regarder directement coûte trop cher. Je comprenais cela. Je l'avais fait moi-même pendant 4 ans. Je lui ai dit que j'y allais bien. Je lui ai dit où j'y étais. Je lui ai dit que je l'aimais parce que c'était le cas, sans condition. Je ne lui ai pas demandé de choisir. Je n'ai pas dit un seul mot contre Sandrine. J'y ai simplement dit que j'y avais réalisé, assis seul le jour de mon anniversaire avec un café froid, que j'y avais vécu comme si j'y avais besoin d'une permission pour exister dans ma propre vie et que j'y avais décidé, tranquillement et sans fanfare, d'arrêter de faire cela. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Pardon papa. » Et j'y ai répondu, « Je sais, mon fils. Tout va bien. » Quand je suis rentré chez moi 6 semaines plus tard, un message m'attendait. Pas un SMS cette fois. Une véritable carte écrite à la main, le genre de choses qui demande un effort, glissée sous ma porte d'entrée. C'était de la part de Sandrine. Ce n'était pas une longue carte. Elle ne contenait pas des excuses élaborées ni de grands aveux de culpabilité. Elle disait, « Les enfants s'ennuient de toi. Lucas demande de tes nouvelles chaque semaine. Si tu es d'accord, nous aimerions venir dîner dimanche. » J'y ai lu la carte 2 fois. Je l'ai posée sur la table de la cuisine où, des semaines plus tôt, je m'étais assis avec une tasse de café froide et 7 mots qui étaient censés mettre fin à quelque chose. Puis je suis allé à la cuisine et j'y ai commencé à cuisiner. J'y ai préparé la blanquette de veau de Marie-Louise, celle qui prend 4 heures et que l'on ne peut pas presser, avec son riz parfumé et les petits choux à la crème que Lucas redemandait toujours. J'y ai dressé la table pour 5. Ils sont venus dimanche. Sandrine était plus calme que d'habitude. Prudente d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas la prudence de quelqu'un qui gère une personne difficile, mais la prudence de quelqu'un qui a conscience d'être sur un terrain instable qu'elle a elle-même créé. Je ne l'ai pas fait se sentir plus mal pour autant. J'y ai versé le vin. J'y ai laissé Léa grimper sur mes genoux et tresser mes cheveux blancs comme elle le faisait toujours. J'y ai écouté Lucas me raconter son match de football dans un détail exhaustif et merveilleux. À un moment donné du repas, Sandrine m'a regardé à travers la table et a dit simplement, « Ce plat est vraiment excellent. » Et j'y ai répondu, « C'était la recette de ma femme. » Elle a hoché la tête. Et quelque chose dans son visage a changé, juste un peu, juste assez. Nous n'avons pas tout résolu ce soir-là. Certaines choses ne se résolvent pas autour d'une blanquette, aussi bonne soit-elle. Mais une porte qui avait été fermée s'est ouverte. Juste une fissure. Et parfois, une fissure suffit à laisser entrer la lumière. Ce que j'y ai fait, la chose à laquelle elle ne s'attendait jamais, elle n'avait rien de dramatique. Je ne l'ai pas écartée. Je n'ai pas impliqué des avocats, ni lancé des ultimatums, ni rallié la famille contre elle. Je n'ai pas mis en scène ma souffrance pour un public, ni diffusé ma douleur pour lui en faire sentir le poids. Ce que j'y ai fait a été simplement de refuser de disparaître. Je suis allé vivre pleinement et sans m'excuser, comme si ces mots ne m'avaient pas réduit, parce qu'ils ne l'avaient pas fait, parce que je suis Jean-Pierre le Grand. J'y ai enseigné les mathématiques pendant 37 ans. J'y ai aimé une femme pendant 41 ans.
J'y ai enterré mes parents et ma femme et j'y ai porté mon deuil sans le laisser me vider de ma substance. 7 mots sur un écran de téléphone envoyé pour blesser ne peuvent rien annuler de tout cela. Et la réponse la plus puissante que j'y ai eue, celle qu'Hélène n'attendait vraiment pas d'un vieil homme tranquille aux cheveux blancs et à la retraite, a été de simplement savoir que j'y existais par moi-même. Cette histoire nous rappelle avec une force incroyable que notre valeur ne dépend jamais du regard des autres, même lorsqu'il s'agit de notre propre famille. Le personnage de Jean-Pierre illustre parfaitement cette transition nécessaire que beaucoup d'entre nous doivent faire un jour, passer de la recherche de validation à l'affirmation de soi. En France, la structure familiale est souvent complexe et empreinte de non-dits, et ce récit touche au cœur des tensions intergénérationnelles modernes. Ce qui est fascinant, c'est que Jean-Pierre ne choisit pas la confrontation directe ou la vengeance mesquine. Il choisit la vie. En retournant vers ses racines, vers ses amis et sa fratrie, il retrouve sa propre identité qu'il avait sacrifiée pour tenter de plaire à une belle-fille difficile. C'est une leçon de dignité absolue. Le silence peut être une arme de destruction, mais il peut aussi être un espace de reconstruction. La fin de l'histoire nous montre que le respect ne s'obtient pas en se faisant petit, mais en occupant pleinement sa place dans le monde. La réaction de Sandrine à la fin n'est pas un miracle, c'est la conséquence naturelle d'un changement de dynamique, elle ne peut plus dominer quelqu'un qui ne cherche plus sa permission pour être heureux. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous éloigner de vos proches pour mieux vous retrouver et imposer vos limites? Pensez-vous que Jean-Pierre a eu raison de pardonner aussi facilement après avoir été traité de la sorte? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, j'y ai hâte de vous lire.